Bonjour et bienvenue dans ce journal de lecture que je relance dans sa forme initiale, qui est une revue des livres que je suis en train de lire de différentes façons. Et vous voyez que le tas est assez épais. Il y en a certains dont j'ai déjà parlé dans une vidéo qui est restée très confidentielle au mois de septembre. Et voici donc la version d'octobre. Il y a évidemment de nouveaux livres que j'ai commencé à aborder dans ce qui est l'esquisse d'une chaîne sur Patreon, même si pour l'instant il n'y a encore pas grand monde, et je pense que cette vidéo, contrairement à la précédente, mais peut-être que je vais changer, sera publique et sera accessible à tous. Il s'agit de parler de livres que je suis en train de lire, de dire un peu qu'est-ce qui fait que je les lis, qu'est-ce qui se passe en moi en les lisant, comment je les lis, pourquoi, etc., etc., sans trop faire de coupures. Donc je vais parler ici pendant un certain temps de ces livres-là que je lis de différentes façons, parce qu'évidemment ce tas ici paraît énorme, mais certains m'occupent plus quotidiennement que d'autres. Certains sont un peu laissés de côté pendant que d'autres ont pris le dessus. C'est une sorte de va-et-vient qui se passe ici. Il y a les livres que je lis à haute voix pour le plaisir de la lecture à haute voix, et il y a les livres que je lis pour moi, pour un autre type de plaisir. Ça nous fait deux tas comme celui-ci. Alors évidemment, dans les lectures à haute voix, je vais commencer par celui que j'ai commencé et que je vais continuer à lire sur cette chaîne-là directement, donc en direct, pas tout à fait en direct, mais disons devant la caméra et en la diffusant. C'est le d'Herborance de Charles Ferdinand Ramus, dont j'ai déjà lu les 2 premiers chapitres et dont je lirai par la suite et non par la suite, il n'est pas question ici de fruits de mer, donc dont je lirai par la suite, non, puisque c'est la montagne et pas la mer d'Herborance. Bref, je lirai par la suite les chapitres suivants, après les 2 premiers. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, mais c'est assez épuisant aussi, et puis ça demande du temps. Je vais le prendre tout prochainement, donc je vais continuer d'entrer dans le détail du texte, et c'est le plaisir de la lecture à haute voix qui permet aussi une lecture plus lente, une lecture qui cherche à retrouver le son du texte et qui prend le temps de s'arrêter sur ces sons et de les déguster ou d'en éprouver l'âpreté. Alors parmi les autres lectures à haute voix, Louise Labbé, dans la vidéo précédente, j'en parlais déjà, mais je lisais les œuvres de Louise Labbé, non pas à haute voix, mais de manière plus suivie, surtout en lisant beaucoup les petites notes dans cette version-là. Là, vous avez un joli marque-page de ma bibliothèque préférée où on me reconnaît, mais dans ma lecture précédente de ce livre des œuvres donc de Louise Labbé, au XVIe siècle, et dont j'ai déjà parlé, donc, eh bien, je lisais ça avec les notes de bas de page très nombreuses ici, qui évidemment créent à la fois une certaine coupure dans la lecture, mais aide aussi à cette lecture-là, surtout dans des textes du XVIe siècle, dans une langue qui n'est plus la nôtre, dans un monde qui n'a pas les mêmes références que nous, et donc c'est utile, en tout cas pour une première lecture, de lire ces petites notes. Par contre, là j'ai commencé tout récemment à relire une partie, en tout cas de ces œuvres, les discours de folie et d'amour que je laisse de côté, mais dès les élégies et surtout les sonnets, eh bien, je prends ce plaisir de lire ceci à haute voix, d'éprouver aussi le rythme de la poésie. Et dans ces poésies classiques, évidemment, le rythme est très régulier, avec cette étrangeté de la langue où on se dit « Ah, ça devait se prononcer différemment puisque ça ne rime plus tout à fait » ou parce qu'il semblerait que le rythme ici
n'est pas celui qu'on ferait spontanément. Donc il y a ce rapport à l'étrangeté de la langue qui me plaît beaucoup, comme il me plaît d'ailleurs dans la prose de la même époque, un tout petit peu après, mais du même siècle, dans les essais de Montaigne. Et là, je suis entré dans une lecture à haute voix que je fais par petits bouts de l'apologie de Raymond de Sebonde, qui est le plus important en taille, le plus grand des livres de ce chef-d'œuvre colossal qu'est le monde, le livre des essais de Montaigne. C'est le chapitre 12 du deuxième livre, et il y a quelque chose de vertigineux dans ce chapitre-là en particulier, qui est un chapitre où se développe une pensée sceptique et complètement dans le renversement des idées reçues, mais qui se renverse à nouveau en permanence. Et la langue de Montaigne est dans ce mouvement-là. Et il y a notamment des passages que j'avais déjà lus et même travaillé lorsque j'étais à l'université il y a quelques dizaines d'années. D'ailleurs, il y a plein de notes que j'ai écrites, comme on peut le voir dans des pages comme celle-ci, et notamment tout le passage sur le rapport aux animaux, qui est extrêmement intéressant, parce que l'idée de la supériorité de l'homme sur l'animal est complètement remise en cause, et au contraire, chez Montaigne, il y a vraiment une idée, non pas de renversement dans le sens où l'animal serait supérieur à l'homme, mais de mise en regard de l'homme et de l'humain, et de changement de perspective. Ce qu'il fait aussi entre les hommes eux-mêmes, à travers une partie qu'on pourrait appeler avant l'heure anthropologique, dans les parties sur ce qu'il appelle les cannibales. On est au moment où la découverte de l'Amérique est en plein essor. Et là aussi, avec les animaux, il y a ce questionnement-là de notre rapport aux animaux et du rapport des animaux avec nous. Et il y a ce passage merveilleux sur la singerie réciproque des hommes et des animaux et du chat, que je vais essayer de retrouver si je la retrouve, puisque c'est déjà, voilà, c'est ici. Donc on est encore vers le début de ce long chapitre, donc je suis en plein cœur de la lecture, même encore vers le début plutôt. Bref, lisons un petit passage autour justement des animaux. La présomption, là il parle de nous, les humains. La présomption est notre maladie naturelle et originelle. La plus calamiteuse et fragile de toutes les créatures, c'est l'homme, et quand la plus orgueilleuse. Cette idée-là, c'est un topos, que nous sommes la plus fragile des créatures. Et Montaigne s'inscrit en faux. Elle se sent et se voit logée ici, parmi la bourbe et le fion du monde, attachée et clouée à la pire, plus morte et croupie partie de l'univers, au dernier étage du logis, et le plus éloigné de la voûte céleste, avec les animaux de la pire condition des trois. La terre, la mer et l'air. La terre, c'est le pire, évidemment. Et va se plantant, plutôt, par imagination, au-dessus du cercle de la lune, et ramenant le ciel sous ses pieds. On va à nouveau ce renversement. Ici, c'est par la vanité. La vanité, chez Montaigne, c'est important. Il y aura un chapitre très important, un peu plus tard, sur de la vanité. Et donc, si je reviens à mon texte sans trop me perdre, c'est par la vanité de cette même imagination qu'il s'égale à Dieu, qu'il s'attribue les conditions divines, qu'il se trie soi-même et sépare de la presse des autres créatures, taille la part aux animaux, ses confrères et compagnons, et leur distribue telle portion de facultés et de force que bon lui semble. Comment
Connaît-il, par l'effort de son intelligence, les branles internes et secrets des animaux? Par quelle comparaison d'eux, à nous, conclut-il la bêtise qu'il leur attribue? Quand je me joue à ma chatte, qui sait si elle passe son temps de moi plus que je ne le fais d'elle? Nous nous entretenons de singeries réciproques. Cette phrase-là me paraît tout à fait significative. Nous nous entretenons de singeries réciproques. Ce mot de singerie pour parler d'un homme et d'un chat, mais aussi des singes, est présent chez Montaigne. Il en est peut-être l'un des premiers à dire ceci aussi nettement. Et puis, les rapports entre les différents animaux et entre les différents humains sont aussi mis en avant. On ne comprend pas les animaux, on ne parle pas leur langue. Ce n'est pas grande merveille si nous ne les entendons pas, écrit-il à la page suivante. Aussi ne faisons-nous les basques et les troglodytes. Et avec, encore une fois, il faut que je retrouve une de ces phrases qui frappe, c'est peut-être pas ici, où il dit que nous sommes chrétiens comme nous sommes périgourdins et alsaciens et allemands, parce qu'il y a aussi question de religion. Et puis chez Montaigne, à la page suivante, il y a aussi ce que nous faisons avec nos gestes, le langage non verbal qu'on croit attribuer seulement aux animaux, nous en sommes plein quoi des mains. Nous requérons, nous promettons, appelons, congédions, menaçons, prions, supplions, nions, refusons, interrogeons, admirons, nombrons, confessons, repentons, craignons, vergognons, doutons, instruisons, commandons, incitons, encourageons, jurons, témoignons, accusons, condamnons, absolvons, injurions, méprisons, défions, dépitons, flattons, applaudissons, bénissons, humilions, moquons, réconcilions, recommandons, exaltons, festoyons, réjouissons, complaignons, attristons, déconfortons, désespérons, étonnons, écrions, taisons. Et quoi non d'une variation et multiplication à l'envi de la langue et de la tête, nous convions, etc. Il continue avec d'autres verbes pour dire qu'au fond, toutes ces choses-là qui paraissent être le langage animal, celui qui ne parle pas, les gestes, je suis en train de volontairement d'en faire trop avec mes mains, justement, ça n'est pas typique de l'animal ni typique de l'humain. Et puis les animaux parlent et tout ça se mélange et s'interpénètre. Et ce rapport entre l'homme et l'animal va permettre à Montaigne de penser aussi le rapport à des questions de religion, qui va le faire aboutir lui à une vision très conservatrice des choses, mais tout en ayant tout remis en cause auparavant, avec un nouveau paradoxe. La pensée de Montaigne étant une pensée vivante et en mouvement permanent, est une pensée qui est pleine de contradictions, mais qui est justement géniale à lire dans son mouvement même. Mais ces passages-là sur les animaux, ils me ramènent à l'un des autres livres dont je suis le lecteur actuellement, qui est L'âge de l'empathie de Frans de Waal. Leçon de la nature pour une société solidaire. Et au fond, les intuitions de Montaigne, ce qu'il présente sur les animaux en posant des questions, eh bien, la science moderne, l'étude des animaux, et en particulier de ces singes et des singeries réciproques de ceux-ci, a permis à ceux qu'on appelle des primatologues, dont Frans de Waal, de réfléchir à justement ce rapport entre l'homme et l'animal, ce que nous sommes nous-mêmes, nous sommes des grands singes. Et donc, évidemment, nous sommes des grands singes qui avons un rapport entre nous qui ressemble beaucoup au rapport qu'ont les grands singes, autres que nous, les chimpanzés, entre autres, entre eux, mais aussi entre eux et nous. Et donc on retrouve ce rapport entre l'homme et l'animal, cette remise en cause de la différence entre les deux, même si différence il y a, mais plus des différences, et ça c'est aussi chez Montaigne, de degré que de nature. Et donc là encore, on a
tout un discours qui pousse aussi à déconstruire le discours qui dit que, au fond, nous sommes dans une lutte permanente. L'homme est un loup pour l'homme. Sauf que, c'est un des passages que j'ai lu récemment, alors j'ai pas tout noté, j'ai mis à plein d'endroits des choses que je corne pour aller le relire après peut-être, quand je ferai bientôt une vidéo consacrée uniquement à ce livre-là, mais il parle du loup notamment en disant mais les hordes de loups sont entre elles extrêmement solidaires, et donc finalement quand on dit que l'homme est un loup pour l'homme, on n'a peut-être pas compris exactement ce qu'est le loup dans sa société, et ce que nous sommes aussi, et finalement c'est peut-être pas si négatif que ça, et c'est peut-être bien d'être un homme, cette idée d'être capable de se mettre à la place de l'autre, notamment le fait, par les gestes, de l'imiter. Quand quelqu'un bâille, tout le monde bâille, et ça c'est présent déjà, c'est observé chez les grands singes, et c'est le cas aussi chez nous, et cette idée aussi de l'empathie ou de la sympathie, de souffrir avec, tout ça, sont des choses qui existent chez les primates et qui existent chez nous et qui sont essentielles dans les rapports humains, qui ne sont pas que des rapports de conflit. Et ça, c'est un peu rassurant dans le monde dans lequel on vit, où il y a une grande violence, le réconfort, qui est physique d'abord, avant d'être une réflexion rationnelle. Le réconfort est une réaction courante à la détresse, au désespoir et au chagrin. Par exemple, pour des soldats pendant une guerre, et il y a quelques illustrations aussi dans ce livre-là qui m'intéresse beaucoup parce qu'il est à la fois, je crois, rigoureux sur le plan scientifique. Les études que mène Frans de Waal et celles qu'il cite ont l'air d'être faites de manière extrêmement sérieuse, évidemment dans un autre rapport à la réflexion, à l'expérience que chez Montaigne, avec une importance des faits et des expérimentations beaucoup plus sérieuses, mais justement, ça confirme les intuitions de Montaigne. Voilà le bâillement d'un singe qui, justement, nous disent que les bâillements animés d'une tête ressemblant à celle d'un grand singe, comme ici, induisent de véritables bâillements chez les singes qui la regardent. Et donc, par notamment ce qu'on appelle les neurones miroirs. Alors, scientifiquement, je ne vais pas entrer plus dans les détails, mais justement, ces neurones-là qui sont, au fond, en nous, mais qui nous permettent d'être en reflet et en relation avec les autres en permanence. Et voilà un livre qui donne de l'espoir quand le monde ne va pas toujours si bien que ça. Et cette question-là, elle est aussi liée au livre suivant que je suis en train de lire, un livre tout à fait bouleversant, Le couteau, réflexion suite à une tentative d'assassinat de Salman Rushdie, dont on connaît l'histoire, ou du moins une partie de l'histoire, la fatwa qui a été lancée contre lui après la publication de son livre Des versets sataniques, et la tentative d'assassinat au couteau qui a eu lieu en 2022, si je ne me trompe pas, et Salman Rushdie en survit de manière miraculeuse. Le mot ne lui plaît pas, il y a une réflexion d'ailleurs là-dessus, mais il en survit et il nous raconte ici justement comment il survit, et là encore l'empathie est essentielle. Là encore le rapport qu'on a avec les autres et la proximité intime avec les autres est essentielle. Il y a une première intimité et proximité qui est celle avec celui qui pendant 27 secondes ou à 27 reprises, j'ai un doute maintenant, il y a ce chiffre-là de 27 en tout cas, 27 coups de couteau, et qui fait qu'il est extrêmement proche, il est entré en lui, il lui a détruit un œil, une main est incapable de bouger, une partie de son cou et d'autres de son poumon, etc. Enfin, il y a plein de parties de son corps qui sont détruites ou qui
vont devoir être refaites, et Dieu sait si ça va être compliqué. Et donc, ce moment-là est un rapport ultra intime entre deux personnes. Voilà une des réflexions de Salman Rushdie. Et puis, il y a aussi des pages très belles sur les gens qu'il aime, les gens qui étaient là. Notamment, il nous parle de sa femme, Elisa, et puis de ses enfants aussi. C'est très, très, très touchant, sans jamais tomber dans une forme de mièvrerie. Non, on est loin de là. C'est quelqu'un qui a toujours une certaine distance avec ce qu'il écrit, un certain humour. Dans ce que moi j'ai lu que les versets sataniques de Salman Rushdie, il y a déjà pas mal de temps, avec cette curiosité de se dire mais pourquoi ce type-là il a été condamné à mort, et la condamnation a failli se réaliser une trentaine d'années après. Comment ça se fait que ce livre-là a été si mal reçu? Et ce que j'avais, moi, remarqué à cette lecture-là, c'était un livre extrêmement drôle, très fantaisiste, qui, moi, bon, m'a plu, sans être non plus le livre qui m'a le plus marqué dans mes lectures. J'en ai un souvenir assez vague, mais il y a ça, il y a cette distance et cet humour qui est là malgré tout, et il se remet donc à écrire, il raconte sa convalescence, il imagine aussi un dialogue avec celui qu'il appelle le A. Le A, c'est son assassin, enfin, celui qui aurait voulu être son assassin, et donc ce qu'on a ici, c'est ce moment où il imagine cette discussion, il ne l'a pas, et il ne l'a pas rencontré après ces 27 coups de couteau, ces 27 secondes, où il se retrouvait face à lui, et il imagine le dialogue qui pourrait avoir lieu. Il répond aux accusations contre lui, il règle un peu ses comptes aussi, évidemment, avec ceux qui considèrent que finalement il l'a un peu cherché, ce qui est une position absolument ignoble. Évidemment que face à ce qui lui arrive, on ne peut avoir qu'une empathie avec Salman Rushdie. Et oui, ce livre, très fort, que j'en suis presque à la fin. Il me reste à lire le dernier chapitre, tourner la page. Et est-ce qu'il tourne la page? On tourne encore les quelques pages qu'il reste. On ne tourne jamais vraiment la page, je pense. Mais je vais aller regarder bientôt la suite. Mais il y a d'autres livres qui m'occupent, et je pense que celui qui m'occupe le plus en ce moment, j'en suis aussi pas loin de la fin. Alors là, on est dans un monde beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus éloigné, du moins en apparence, de notre monde, avec Le Veilleur du jour de Jacques Abeille. Alors, Jacques Abeille, c'est un auteur qui est classé en science-fiction. Je ne sais pas si c'est un bon terme fantastique, il y a de ça, mais imaginaire, oui, monde imaginaire, la ville de Térèbres. Non, oui, Térèbres, oui, c'est bien ça. J'avais un goût, il y a ténèbres, hein, on voit bien à quoi ça peut ressembler. Et cette ville où entre un personnage qui au départ ignore jusqu'à son propre nom, et on est dans un mystère permanent, mais aussi une forme de lyrisme aussi dans les rencontres avec des femmes, avec les lieux aussi qui sont décrits avec un mystère permanent et dans une langue absolument magnifique. Et ça, c'est vraiment un livre très beau. J'avais déjà lu celui qui le précède, qui se passe dans un royaume à côté, les fameux jardins statuaires, où on cultive des statues comme on cultive des arbres, des plantes. Et c'était déjà tout à fait fascinant, et celui-là aussi, on se retrouve au cœur de la ville. Mais ce lieu du cœur de la ville, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la menace, qui est permanente, mais en même temps, il y a quelque chose qui est de l'ordre du plaisir aussi. Et vraiment, on lit ça avec... À la fois, de temps en temps, on perd le fil, parce qu'on est dans des rêveries, mais des rêveries qui deviennent réelles, des souvenirs qui
qui reviennent et qui s'en vont plus souvent qu'ils ne reviennent, et qui créent encore plus de doutes et de questions. Et oui, c'est une lecture assez fascinante. Allez, un petit bout juste pour tâter l'ambiance de ce livre-là. C'est le début de la deuxième partie où justement on se retrouve dans cette ville. C'est la ville, la capitale d'un territoire qui porte le même nom qu'elle, Térèbres. La ville, à certaines heures, avait ce charme encore de s'emplir de soleil et de demeurer sous le ciel parfaitement silencieuse, immobile, étale et comme abandonnée. Les rues s'ouvraient sans réticence, s'offraient au pas du veilleur qui portait le livre dans un sentiment de respect qui eût été anxieux si l'environnement, si l'heure toujours matinale n'avait été à ce point favorable. Sa solitude était celle de l'homme désigné pour conserver un dépôt précieux, sacré presque, échappant aux contingences temporelles, et dans l'espace assoupi, il allait veillant comme le crieur d'heures des âges anciens. Il ne connaissait pas encore tout le détail de la ville et n'aurait pu rivaliser avec l'antiquaire dans le savoir des 1001 passages qu'il irriguait, et il fallait qu'il en fût ainsi. Voilà, il y a quelque chose de fluide à la fois, et puis tout d'un coup ça flotte dans cette ville qu'on ne connaît pas. Ce veilleur, il doit veiller à un endroit le jour jusqu'à ce que quelqu'un vienne, mais il entre dans ce lieu la nuit aussi et découvre des endroits fascinants, et tout est toujours dans la fascination, et c'est un livre envoûtant, vraiment. Que le veilleur du jour, là aussi je suis pas loin de la fin, ben j'ai plus que la troisième partie à lire. Quel en sera le dénouement? Je sais qu'il y a une suite ou d'autres événements liés à ce cycle, les barbares, la barbarie dans ce monde-là, qui crée véritablement un monde, mais qui le crée sur du sable mouvant et dans une langue mouvante et émouvante en permanence. Et c'est très 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 beau que Le Veilleur du jour de Jacques Abeille. Et puis dernière lecture en cours, lecture plus sèche, j'allais dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, lecture du moins plus efficace dans l'écriture, c'est L'œil de Claire Castillon. Ce sont des nouvelles généralement brèves, souvent racontées à la première personne, avec toujours des décalages, des choses assez grinçantes qui arrivent, mais aussi assez étranges, assez bizarres. Et toujours, à la fin de chaque nouvelle, il y a une annexe. Là, par exemple, celle que j'ai lue tout à l'heure, qui s'appelait « Ma vraie peau », on découvre un personnage de femme qui parle, donc à la première personne, qui semble, dans le début de la nouvelle, constamment faire référence à sa famille et être totalement incapable de devenir elle-même. Le lieu où elle habite est empli des objets de ses parents, de ses grands-parents. Son propre corps ressemble à celui de sa mère, de sa grand-mère. Et constamment, elle est prise dans cet étau de la famille jusqu'à ce qu'elle rencontre un tatoueur. Et le tatoueur va petit à petit la tatouer entièrement et s'en aller sans expliquer quoi que ce soit, parce qu'au fond c'est lui qui a créé ce qu'elle est devenue de nouveau. Il ne lui restait que la plante des pieds à tatouer. Alors elle se déplace pas loin dans le camp naturaliste, non, on est dans le camp naturiste, le naturalisme ici, et peut-être une des inspirations, je sais pas, de Claire Castillon, mais dans le camp naturiste. Et à chaque nouvelle, il y a une annexe, une sorte de document qui vient jouer le rôle de la chute dans la pièce.
la nouvelle se termine comme ça, avant cette annexe. Je me réveille comprenant que ma place n'est plus sur cette plage désormais, mais sur l'autre, celle du camp des naturistes qui m'accepteront comme je suis. Peut-être vais-je ressentir là-bas que j'ai eu raison de changer de peau et que je suis enfin moi. Elle a changé de peau, elle est tatouée de partout, derrière les oreilles, partout, sauf sous la plante des pieds. Et voilà donc l'annexe qui suit et qui vient donner le coup brutal de fin. Lettre de la direction du camp de naturistes. Madame, votre tenue ne convient pas aux usages du lieu. Vous ne jouez pas le jeu en arrivant ainsi tatouée. Vous êtes en quelque sorte une tricheuse. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Nous vous prions de bien vouloir quitter le camp sur le champ. La direction. Cette brutalité-là qui vient clore cette nouvelle où on découvre très rapidement un personnage tout à fait riche au fond. Et le genre de la nouvelle permet ceci d'être extrêmement efficace et brutal. Contrairement à un roman de 600 pages comme celui-là qui prend le temps de nous égarer. Là non. Où on nous égare, oui. Mais tout d'un coup on se retrouve sur place, à l'endroit où ça fait mal. Comme un coup de couteau peut-être. Voilà. C'était un petit journal des choses que je suis en train de lire. Choses très variées mais qui s'entremêlent comme toujours. Avec cette notion d'empathie qui vient ici, ce rapport aux animaux qui vraiment est dû au hasard. Relisant Montaigne et lisant Frans de Waal en même temps, je me suis dit, mais tiens, il parle exactement de la même chose. Et ça, c'est assez fascinant dans la lecture, c'est de se retrouver à tout d'un coup se dire, ah ben tiens, tous ces gens-là nous disent un peu les mêmes choses. Ou nous disent des choses différentes, mais des fils se tissent. Et c'est pour ça que je parle là. C'est pour tisser des fils entre ce que je lis, des fils qui sont fragiles et qui se briseront sans doute quand viendront d'autres lectures, puisque celles-ci sont celles d'un moment, sorti d'arrêt sur image que je me propose ici, de réflexion qui est celle du mois d'octobre 2024. En novembre, j'aurai terminé une bonne partie de ces livres, je pense. Il y en aura d'autres qui seront toujours des compagnons. Je pense que Montaigne va rester encore un bon moment, par exemple. Mais je reviendrai et j'essaierai de nouer d'autres fils. Peut-être de les nouer aussi au fil que j'ai déjà noué ici. Ou de briser des fils aussi. Voilà, c'était ce journal des lectures en cours du mois d'octobre 2024.